Notre histoire débute au nord du Kenya, dans le parc national Samburu. Ici, pendant plusieurs années, une jeune lionne a adopté des bébés oryx. On l'a baptisée Kamunyak, ou « celle qui est bénie » en Samburu. Comme l'annonçait dans la Bible la prophétie d'Ésaïe, le lion et l'agneau coexistent pacifiquement. Leur duo est devenu symbole de paix. Mais ce comportement laisse perplexes les scientifiques. Habituellement, l'oryx est la proie des lions. Kamunyak, elle, protège la jeune antilope volée à ses parents naturels. Pourquoi un lion adopterait-il une antilope? Cela n'a aucun sens en termes d'évolution puisque la survie de l'espèce dépend de la reproduction. C'est l'antithèse des idées défendues par Charles Darwin dans L'origine des espèces. Selon le père de la théorie de l'évolution, le but de chaque espèce est de transmettre ses propres gènes aux générations futures. L'oryx ne partage pas le patrimoine génétique de la lionne. En l'élevant, Kamunyak ne favorise pas son propre succès reproductif. Le temps et l'énergie consacrés à l'antilope sont gaspillés pour sa subsistance. Le comportement de Kamunyak est loin d'être isolé. Malgré le lourd coût de l'élevage des petits, on observe dans la nature de nombreux comportements que l'on peut assimiler à des adoptions. Expliquer l'adoption pourrait-il être le plus grand échec de la théorie de l'évolution? Deux scientifiques israéliens, Eitan Avital et Eva Jablonka, étudient à Jérusalem le paradoxe de l'adoption dans la nature. Si vous aidez ou adoptez un petit qui n'est pas le vôtre, ou avec lequel vous n'êtes même pas apparenté génétiquement, vous gaspillez beaucoup de temps et d'énergie pour investir dans un petit qui n'est pas porteur de vos gènes. Et la théorie de l'évolution n'explique pas vraiment un acte qui constitue une perte de temps et d'énergie. Rendons-nous sur la terre des loups. Comme le suggère la fiction, le comportement nourricier est très courant parmi cette espèce. Les loups sont des animaux sociaux qui vivent en meute composée du couple reproducteur et de leur progéniture des années précédentes. La société des loups se caractérise par une division du travail. Les membres du clan partagent les tâches de chasse, de défense de la tanière et d'élevage des louveteaux. La femelle reproductrice met bas au printemps dans une tanière souterraine. Tant que les louveteaux ont moins de 3 semaines, elle tient les autres membres de la meute à l'écart. À ce moment-là, seule la louve est entièrement dédiée à la satisfaction de leurs besoins. Pendant l'étape de transition entre 5 et 10 semaines, les louveteaux passent du lait à une nourriture solide. À cet âge, ils apprennent à identifier ceux qui composent leur famille. Toute la meute s'occupe d'eux collectivement, y compris les jeunes adultes. Chaque loup leur fait un brin de toilette et s'assure qu'ils sont bien nourris. Leur développement physique et social progresse jusqu'à ce qu'ils puissent suivre les membres de la famille à la chasse. Quelle que soit leur place dans la meute, les loups peuvent s'emparer de la nourriture d'un autre. Chacun défend agressivement sa pitance. Mais les louveteaux font exception. Mâles et femelles sont extrêmement tolérants à leur égard. Les petits ont un accès illimité à la carcasse du cerf.
lorsque les louveteaux ont encore faim, ils demandent de la nourriture en léchant le museau des adultes. Si son estomac est plein, le loup ainsi sollicité régurgitera des aliments pour le petit. Pourquoi ces loups adultes s'occupent-ils de leurs jeunes frères et sœurs? Ayant atteint leur maturité sexuelle, ils pourraient mettre au monde leur propre progéniture. Il semblerait que ces jeunes loups aient peu de chances d'élever avec succès une portée à eux. L'habitat des loups est si rude qu'ils ont intérêt à demeurer sous la protection des parents. Alors en attendant de s'en sortir tout seuls, ils aident la fratrie. Mais cet arrangement leur apporte aussi un bénéfice. Cependant, dans le centre de la Pologne, un comportement récemment analysé fait exception. Chaque année au printemps, des centaines de goélands cendrés rejoignent les îles clairsemées de la rivière Vistula. Après avoir hiverné en Europe de l'Est, ces goélands retournent là où ils sont nés pour s'y reproduire. Ces oiseaux grégaires nichent au sein de colonies qui comptent jusqu'à 100 individus. Durant les derniers jours d'avril, les femelles pondent entre 1 et 3 œufs. Après une vingtaine de jours d'incubation, les 2 premiers poussins éclosent à quelques heures d'écart. Le 3e œuf, lui, peut éclore 1 à 2 jours plus tard, ce qui, nous le verrons, est un réel désavantage. Monika et Dariusz Bukaczynski travaillent au Centre polonais de recherche écologique. Depuis plusieurs années, ils étudient les habitudes reproductives de ces oiseaux. Pour suivre la piste des poussins, ils marquent la tête de l'aîné d'une couleur jaune et celle du second de rouge. Enfin, le dernier né se voit teinté de bleu. 47 gramów. Les poussins sont couvés pendant une semaine. L'un des parents les surveille jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour voler. Pendant cette période d'apprentissage, ils restent près du nid où ils sont nourris. Le problème du poussin bleu débute là. Ses frères aînés ont une tête d'avance. Plus forts que lui, ils sont toujours les premiers rassasiés. Si la saison est pauvre en nourriture, les chances de survie du benjamin sont minces. Pire encore si ses parents sont inexpérimentés. Le poussin bleu ne fait que picorer les restes. Ces derniers nés abandonnent fréquemment leurs parents. Ils quittent le nid et partent en quête d'une nouvelle famille d'accueil dans la colonie. Cet orphelin sollicite lui-même l'adoption. Un phénomène rarissime dans la nature et lourd de conséquences car son périple n'est pas sans péril. Il pourrait être capturé par un oiseau de proie, emporté par la rivière, voire même dévoré par d'autres goélands. Les mouettes rieuses voisines des goélands cendrés sont particulièrement agressives envers les poussins étrangers. Notre poussin a trouvé une nouvelle famille dans les dunes. La question est de savoir s'il sera accepté par ses frères et sœurs adoptifs, mais surtout par leurs parents. Il hésite avant d'approcher. Ce couple ne lui est pas familier. Mais sa tentative d'intégration semble réussie. Il est nourri parmi les autres poussins.
Ce phénomène est loin d'être unique chez les goélands cendrés. Monica et Darius ont observé chaque année un tel nombre d'adoptions que selon eux, il ne peut s'agir de simple méprise. Il apparaît que dans le cas des goélands cendrés, l'adoption est adaptative, car il est difficile de croire qu'un phénomène qui se produit à une telle fréquence dans ces colonies soit le fruit du hasard. La structure génétique des goélands cendrés a révélé des relations de parenté parmi ces colonies d'oiseaux. Elle pourrait favoriser l'adoption et signifier que ses bénéfices sont supérieurs à son coût. Ce comportement d'adoption chez ces oiseaux passe de génération en génération. Comment pourrait-il être transmis? Est-ce génétique? Est-ce acquis? Tout comme les cycles d'abus sont répétés dans les familles, certains scientifiques, tels qu'Eva Jablonka, pensent que la tolérance pourrait être transmise aux jeunes par ses parents. Ces poussins étrangers ne vous dérangent pas. Vous n'êtes pas très agressif avec eux. Vos poussins voient ce comportement et quand ils grandiront, ils seront eux-mêmes plus tolérants vis-à-vis des poussins étrangers. Ou par exemple, si vous enlevez activement des jeunes, ce comportement de kidnapping sera aussi socialement appris par vos petits, qui doivent l'observer pour l'expérimenter, s'ils doivent le pratiquer plus tard dans leur vie. Si les poussins apprennent ce comportement de leurs parents, que se passe-t-il si l'on place un œuf de mouette rieuse dans le nid d'un goéland cendré? Les Bukacinski sont en train d'expérimenter cette hypothèse. Devenues adultes, les mouettes rieuses seront-elles tolérantes envers les poussins? Auront-elles assimilé l'art de l'adoption pratiqué par leurs parents d'accueil? Pour le savoir, rendez-vous dans quelques années.